un cours comme ça, j'étais en seconde, je me suis dit c'est pas pour moi, ça j'y comprends plus rien. Et donc je savais pas trop quoi faire de ma vie. Ce que je savais, c'est que j'avais envie de quelque chose où il y avait quand même une certaine liberté. Voilà, pas de devoir à rendre, vous voyez. Mais je savais pas quoi. Et effectivement, j'ai commencé à vouloir peindre. J'aimais beaucoup les impressionnistes, et je suis toujours d'ailleurs un fan de Van Gogh, j'aimais bien Vlaminck, j'aimais bien Utrillo et tout ça. Et mon père m'a dit, ah ok, tu veux faire de la peinture, alors à ce moment-là, il faut que tu le fasses sérieusement. Et il m'a inscrit dans un cours de dessin. Et ce prof de dessin était original, parce qu'il m'a dit, on était 2 élèves seulement. Et il nous a dit, vous voulez être artiste, alors il faut vous ouvrir à toutes les formes d'art. La semaine prochaine, vous allez apprendre une scène de Molière et vous allez nous la jouer. Et parallèlement à ça, c'est vrai, ma sœur prenait des cours d'art dramatique dans une maison de jeunes à la porte de Vanves, qui est une porte de Paris. Il y avait, à cette époque-là encore, je pense que ça existe encore, mais ces fameuses MJC, Maison de Jeunes et de la Culture, qui avaient été créées par André Malraux. Et il y avait des cours d'art dramatique tous les mardis. Et c'est vrai que donc, avant de faire de la musique, j'ai fait de l'art dramatique. Bon, on en parlait justement tout à l'heure quand on mangeait, parce que déjà de la peinture ou du dessin, il a une petite particularité, c'est qu'il dessine d'une main et il écrit de l'autre main, ce qui est déjà très original. En fait, c'est pas très original, je suis pas le seul sûrement, mais c'est vrai que on parlait de ça tout à l'heure. J'écris de la main droite, mais je suis gaucher. Et je me rappelle pas si à l'école, est-ce qu'on m'a forcé, vous savez, on n'aimait pas trop contrarier, les gauchers contrariés. Je ne me souviens pas de ça. En tout cas, je suis content d'écrire de la main droite parce que je vois que ma fille qui est gauchère, alors elle écrit, vous savez, ils écrivent comme ça, les gauchers, donc c'est... Oui, comme ça. On n'est pas loin des hiéroglyphes. Vous êtes gaucher? Non, non. C'est pas très pratique. Mais c'est vrai que dans la jeunesse, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tes parents t'ont soutenu, finalement. Oui. Et c'est une chance, parce que c'est assez rare aujourd'hui qu'on te dise vas-y, pousse, qu'ils soient derrière toi, par rapport à ce qu'eux faisaient, par rapport à la musique, et qui t'ont dit effectivement les études c'est pas fait pour toi. Ils ont compris. Force là-dessus. Ils ont compris, ils ont un petit peu insisté un moment en m'inscrivant dans un cours, dans un lycée, un truc privé, vous savez. Mais bon, après la 6e, qui ont été 4 années merveilleuses, j'ai arrêté. Non, je suis parti en seconde. Et du coup, tu fréquentais parfois les cafés et les flippers. Je fréquentais effectivement les cafés, oui, où il y avait des flippers et des jukebox. Et un jour, tu entends une musique. Un jour, alors c'était pas à Paris, c'était dans le sud, on était en vacances, il y avait les salles de jeu, vous savez, les salles où il y avait plein de flippers, tout ça. Il y avait un jukebox, et j'ai entendu What I Say de Ray Charles, qui a été effectivement mon coup de foudre, quoi, qui m'a donné envie de faire de la musique. Exactement, et c'est pas quelqu'un que tu as rencontré aussi, je crois. Et je l'ai rencontré, oui, à plusieurs reprises, et on avait même partagé la scène au festival de jazz d'Antibes. Et tu as peut-être même écrit, non? C'est de mémoire. Et j'ai écrit une chanson qui s'appelle Ray Charles, tout à fait. Et vous dites, on se sent tout petit quand on rencontre quelqu'un comme lui. Oui. Enfin, c'était votre cas à la fois là. Ah oui, j'étais comme un gamin. D'ailleurs, j'ai une photo avec lui. Tu vois mon regard, si je le regarde comme ça. Tu t'es pas fait passer d'ailleurs pour un journaliste? Si, un jour, je me suis fait passer pour un journaliste pour l'interviewer. Michel Lambrouille, hop. Je me souviens plus comment, mais... Un peu comme moi aujourd'hui pour avoir la chance Voilà, de vous c'est ça, rencontrer. bien sûr. Avec votre ami de toujours, Alain Goldstein, vous allez accompagner un chanteur noir marocain du nom de Vigon pendant 2 ans. Et c'est là que vous démarrez vraiment sur scène. Parce qu'on avait donc un groupe qui s'appelait Vigon et les Lemmens. Oui. Vigon, donc, qui chante toujours, hein, aujourd'hui, il faisait du rock'n'roll et il chante toujours. Alain Goldstein, guitariste, et moi je jouais un petit peu d'orgue. Et Vigon m'avait demandé de chanter une chanson avant que lui monte sur scène, pour avoir une espèce de première partie. D'accord. Et j'avais choisi donc un standard du blues qui est vraiment très connu, qui s'appelle Uchi Kuchi Man, qui a été créé par Muddy Waters, qui a été repris par de nombreux interprètes. Donc effectivement, la première chanson que j'ai chantée sur scène, c'était un blues. D'ailleurs, souvent, il y a un petit malentendu me concernant, parce que moi, mon école,
c'est le blues et le rock'n'roll. Ouais, c'est pas le jazz. C'est pas le jazz. Mais bon, comme il y a une chanson qui parlait de jazz et qui a eu du succès, on me parle souvent de jazz, mais ça n'a pas du tout été mon école. Un peu parti, un peu naze Oui. dans la boîte de jazz. Quelle chanson. Vous avez dit avoir toujours voulu faire ce métier. Il y a une sorte d'intime conviction que ce sera cela et rien d'autre. Et pour autant, ça n'a pas toujours été simple les débuts. Je pense que c'est la première clé importante quand on veut embrasser cette carrière, c'est-à-dire d'avoir cette fameuse intime conviction que rien ne pourra vous arrêter. Effectivement, on me décourageait, mais j'étais tellement sûr que c'était ça que je voulais faire et rien, je ne pouvais même pas envisager de faire autre chose. Donc j'avais cette... c'est vrai qu'on me décourageait, et il a fallu des années avant que ça marche bien, mais quand on me disait, il vaut mieux que tu arrêtes, tu sais, peut-être que tu cherches un autre métier pour rien, je me disais, ils savent pas. Donc j'apprenais mon métier, mais je savais que ça allait être ma vie. Et vous n'êtes pas resté sans rien faire en attendant, hein, puisque vous avez été chauffeur, on appelait à l'époque Oui. rapide chauffeur. Oui, j'étais dans Vous une étiez rapide société. chauffeur. Non, j'étais dans une société qui s'appelait d'accord. Rapid Chauffeur. Ok. Tout à l'heure, Voilà quand on- la petite confidence. Vous avez été vendeur de chaussures, Oui, vendeur de choses. fourreur aussi. J'ai travaillé chez un fourreur, oui. Et on a recherché dans les, Oh, bah ça, les vous n'allez archives. pas trouver. C'était pour gagner un peu d'argent de Voilà. poche. Quand on était en voiture, d'ailleurs, où tu m'as demandé tout à l'heure de ne pas rouler trop vite, comme quoi c'était Oui. pas si rapide, on parlait de différents artistes et on a parlé de cinéma, de quelqu'un qui a une salle de cinéma qui s'appelle Eddie Mitchell, Oui. que tu connais très bien. Et si je te dis les premières parties, ça J'ai doit fait te la parler. première partie d'Eddie Mitchell. J'ai fait plusieurs premières parties. Et c'était finalement l'école de faire ça, les premières parties. De toute façon, tu sais, la scène, c'est l'endroit où tu apprends ton métier. Voilà. Pour moi, écrire des chansons, enregistrer, etc., tout ça, c'est pour le but. Le but, c'est d'être sur une scène, pour nourrir un répertoire. Donc effectivement, quand tu as la chance de faire des premières parties pour apprendre ton métier, j'ai fait première partie de Stoney Chardin, de Mireille Mathieu, d'Eddie Mitchell, etc. Et à chaque fois, quand tu es artiste, que tu montes sur scène, ben voilà, t'apprends. Et comment tu es juste avant de monter sur scène, par exemple, quand tu es en train d'attendre derrière une porte, que c'est ton tour? Alors en fait, j'éprouvais tellement de plaisir à faire de la musique quand j'ai commencé, donc dans les années 60, 70, à faire du rock'n'roll. Il y avait un endroit à Paris qui s'appelait le Golf Drouot, où tous les Oui. groupes de rock. Tous les groupes ont démarré là. Ah oui, Ouais. Eddie avec les chaussettes noires, Johnny, etc. Donc j'ai pris un tel plaisir que je me suis dit, je crois que je me suis programmé pour ne pas perdre ce plaisir, mais si tu veux, bêtement physique de chanter et de faire de la musique avec les copains et partager ça avec le public. Donc j'ai jamais perdu ça. Donc bien sûr au début tu te cherches, tu te demandes, tu as un petit peu le trac, un peu la peur. La peur c'est ce qui te sépare du plaisir. Et tout ça, ça s'en va avec le temps. Et maintenant, j'ai plus que le plaisir de faire de la musique. De grands chanteurs et chanteuses comme Piaf ou Brel ont été source d'inspiration pour vous. Et je me suis laissé dire que vous alliez très souvent les voir en semaine, chaque fois que vous pouviez. Alors en fait, bon, Piaf, il n'y a plus beaucoup de gens. Qui a vu Piaf sur scène? Regarde bien, il n'y a personne. Levez les bras. Il y a quelqu'un qui a vu Piaf sur scène? Voilà. Je fais le test tous les soirs. Il y a très peu de gens qui ont vu Piaf sur Et scène. on est nombreux à le regretter. Hein. Ça, Ah oui. je crois qu'on peut tous lever la main. Voilà, vous l'avez vu? Non, c'est impossible. Je l'ai vu parce que mon père c'est grâce à mon père, il m'a dit, il faut que je t'amène voir quelqu'un. Et on a été, et je crois que c'est le premier spectacle que j'ai vu. Alors il y a des images aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir. C'était très impressionnant. Et Brel, effectivement, j'allais le voir tous les soirs parce que à l'Olympia, il y avait un truc qui s'appelait les promes noires. C'est-à-dire que tu étais au bout de l'orchestre, tu payais, je m'en rappelle, 5 francs, à l'époque c'était pas beaucoup, 5 francs, et donc j'allais voir tous les soirs, c'était le spectacle où il commençait avec Amsterdam, qu'on n'avait pas encore entendu, et que c'était très impressionnant.
Chez Brel, vous étiez très impressionné, notamment par sa gestuelle, Mais sa façon de vivre, sa force d'interprétation. Piaf, c'était la force de l'émotion. Elle bougeait pas, puisqu'elle mettait ses mains comme ça, de temps en temps elle faisait comme ça. Mais Brel, c'était la force de l'interprétation, d'incarner des personnages, de décrire des scènes, etc. Donc c'était deux éléments. C'est intéressant. Quand j'ai vu Brel, je me suis dit, être comédien ou chanteur, c'est pareil, parce que tu interprètes. Alors il y a quelqu'un qui va être très important dans votre carrière, c'est Lucien Maurice, l'ancien patron d'Europe 1 et surtout le président, enfin le directeur général des disques AZ. Chez AZ, il y avait Paul Naref, il y avait des grands personnages comme ça. Et lui, il va décider de vous programmer en radio, ce qui est une forme de rampe de lancement. Oui, c'était pas encore sous mon nom, c'était un groupe qui s'appelait le King Set. Oui. Voilà. Et effectivement, comme il était directeur d'une maison de disques qui s'appelait AZ, et également le directeur de la station Europe 1, donc effectivement, je me suis fait connaître, mais c'est le groupe qui s'est fait connaître. Le groupe, voilà. d'accord. C'était, voilà. Le premier 45 tours, c'était en 67, et c'était une chanson qui s'appelait Apesanteur, que vous pouvez peut-être retrouver. Vous étiez juste à l'époque interprète, et puis un jour, il y a une fâcherie avec un de vos potes, un de vos paroliers, Jean-Claude Vannier, et bizarrement, cette fâcherie va vous amener à dire, eh ben, moi, mes textes, je vais les écrire. Avec le recul, vous dites, finalement, c'était une bonne chose. Mais parce que moi, je savais que pour moi, la clé importante, c'était d'être auteur-compositeur. C'était ça la clé. Mais vous savez, c'est comme quand dans la vie, on a quelque chose d'important à faire, des fois, on recule un peu. Oui. Comme on sait que c'est voyez, Un peu la trouille. quelque chose comme ça, où c'est tellement important que... Et donc j'avais fait déjà, mon premier album c'était en 74, il y avait Dites moi, il y avait Super Nana, et écrit par Jean-Claude Vannier, Super Nana. Le deuxième, j'avais fait les musiques, et au troisième, je me suis dit, oh non, je suis pas encore prêt, et je me suis dit, je vais retravailler encore avec Jean-Claude Vannier, et on s'est fâché effectivement sur un truc que moi je voulais pas chanter, que lui il voulait, et là, je me suis dit, c'est le moment. Et donc le troisième album, je suis devenu au troisième album, donc c'était l'album du blues, je veux pas que tu t'en ailles, auteur-compositeur. Et ça a été une étape très importante. Justement, tout à l'heure, on discutait quand on était à table des paroles. Parfois, quand on écoute une musique, on écoute finalement la mélodie, et en fonction de son état, parfois on écoute les paroles, avec toute l'importance que les mots peuvent être quand ils sont posés. Quand tu disais Jacques Brel tout à l'heure, qui finalement est tout seul aussi sur scène, mais dans l'interprétation, dans les mots qu'il utilise, il dégage quelque chose qui est juste incroyable. Et j'imagine que quand on passe sur le côté où on écrit ses propres chansons, bah c'est une partie de soi qu'on dévoile au public. Chanter, c'est une façon de se dévoiler un peu, c'est pour ça que c'est pas si simple. Hein. Parce que je crois qu'on ne peut pas tricher avec la voix. La voix, c'est vous-même. Et la voix chantée, c'est encore plus vous-même. C'est-à-dire, des fois on peut tricher avec la voix parlée, on peut prendre des trucs comme ça, avec la voix chantée on ne peut pas mentir. Donc c'est très important. Et il y a cette idée que la grande tradition de la chanson française, c'est quoi? C'est un texte, l'importance du texte, l'importance de l'histoire qu'on raconte, des sentiments et des émotions qu'on exprime, et une musique qui est là pour mettre en valeur cette histoire-là. Moi, c'est comme ça que je travaille. Je ne peux pas faire des musiques comme ça, en l'air, et puis mettre un texte dessus. J'écris tous mes textes avant de faire la première musique, parce que pour moi, la musique, le texte va... la musique se pose sur le texte qui est écrit. Oui, voilà. La musique, elle est là pour mettre en valeur le texte et motiver la musique. Le texte est là pour motiver la musique. Justement, parce que la musique, toi, c'est le piano. Si tu avais pu faire un autre instrument qui t'aurait vraiment plu, qui t'aurait attiré, tu aurais souhaité faire quoi? Ah, j'aurais adoré être guitariste. Guitariste? Ah oui, j'aurais aimé savoir jouer de la guitare. Je trouve que c'est génial. L'instrument lui-même, pouvoir choisir une guitare, etc., faire des solos blues à la guitare. Vous auriez voulu jouer comme qui? Comme Jimi Hendrix ou comme... plutôt comme... peut-être comme B.B. King, par exemple. B.B. King. Très peu de notes, mais elles sont là, quoi. Et elles te font vibrer. D'accord. Ouais.
Alors, tous vos albums sont importants. On parlera du dernier que j'ai là, qui s'appelle Chanter le blues. Mais il y a un album, on a le sentiment qu'il y a un album quand même qui vous a fait parcourir un joli chemin. C'est l'album, la fameuse histoire de Mr. Swing, fabuleuse, pardon. Elle était fameuse aussi, mais fabuleuse, c'est le titre, effectivement. C'était en 1985, je crois. Vous dites, on revient à Jacques Brel. 85, c'était Uni vers l'Uni. Pardon. C'était en 88. Excusez-moi. Voilà. Cet album-là revêt une importance particulière. Il a été honoré. Est-ce que vous aimez les récompenses déjà? Et puis... les récompenses, vous savez, qu'est-ce que c'est le succès pour un artiste? Vous savez, c'est une voix qui vous dit à l'oreille, tout va bien, tu peux continuer. C'est ça le succès. C'est de pouvoir continuer, c'est de pouvoir durer, on en parlait tout à l'heure, c'est ça. Et puis bien sûr, c'est le fait que des gens viennent et vous applaudissent. Donc les récompenses, ça s'inscrit comme ça. Les récompenses, c'est moins important que le fait que les gens aient envie de vous écouter et de venir vous voir en spectacle. Et cet album, c'est une histoire. Oui, et bien justement, on a parlé de Brel tout à l'heure, donc j'étais impressionné par le fait que Brel ait chanté Amsterdam alors que c'était une chanson pas connue du tout sur scène et que ça nous a bouleversés. Et moi, j'ai eu envie de faire tout un spectacle de chansons absolument inédites. C'est-à-dire, la première fois que j'ai commencé à chanter La fabuleuse histoire de Mr. Swing, c'était à la Cigale. Il n'y avait pas de disque. Le disque n'était pas sorti. On l'a sorti après. Donc les gens ont découvert toutes les chansons. Et puis c'était long. Hein, ça durait 3 heures, ce spectacle. Donc ça me plaisait bien que les gens découvrent tout. Alors la musique soul et le blues sont très souvent chantés en anglais. Et vous avez signé, et je dirais persisté, parce que vous avez gardé la langue française. Mais parce que la langue française, elle est magnifique. Elle se prête à tout, à toute forme de musique. Vous pouvez faire des chansons lentes, vous pouvez regarder la poésie française comme elle swing, la langue française, elle swing. Moi, j'étais fan des poésies. Regardez, je sais pas, du temps que j'étais écolier, je restais un soir à veiller dans notre salle solitaire, Musset, avec la nuit de décembre. Vous voyez, ça chante ça chante tout seul, la langue française, et elle peut être aussi dure, etc. Donc elle est très très souple. Donc c'était une erreur. Mais les groupes de rock à l'époque des années 60, ils pensaient ça. Ils se disaient le rock, le blues, il faut chanter en anglais. Il n'y a que l'anglais qui se prête à cette musique. C'est faux. Quitte à chanter en soul. Oui, mais c'était une erreur. La langue française, elle s'adapte très bien au rock'n'roll et au swing et au groove. Alors on va faire un petit bond dans le temps. Je vous présente ce magnifique album que j'ai l'honneur de programmer très souvent dans mon émission de radio. Ça me fait plaisir. Oui, parce que je suis fan et cet album a vraiment une couleur extrêmement blues. Vous serez en concert le 16 janvier à Metz. Est-ce que sur scène, il y aura des extraits de cet album? Comment vous composez tout ça? Donc le spectacle s'appelle du blues. Donc effectivement, il y a beaucoup de chansons extraites de cet album-là. C'est vraiment la colonne vertébrale de ce spectacle-là. Sans ça, à chaque spectacle, quand je réfléchis au répertoire, j'ai un critère principal. Oui. C'est qu'est-ce que j'ai envie de chanter. D'abord vous. Moi. Oui. Comment vous voulez que je chante quelque chose que les gens attendent et que moi j'ai pas envie de chanter? Ça va pas le faire. Pour donner un max de plaisir. Mais il faut bien que j'éprouve de la joie pour qu'elle soit contagieuse. On peut pas chanter par devoir, si vous voulez. Si on me dit, non mais celle-là, faut que tu la chantes. Vous pas, mais il y en a quand même qui le font. Hein. Et ça se sent. Ah, je ne sais pas. On a tous été spectateurs un jour ou l'autre On peut pas. d'un concert où il n'y avait pas la magie. C'est parce qu'on chante. On peut pas chanter par devoir, c'est impossible. Donc, c'est mon premier critère. Et des fois, ça correspond. Par exemple, les gens aiment bien entendre encore Joueur de blues ou Super Nana. Voilà, c'est des chansons où J'en ai 20 à vous donner. Lucie, les oui, je la chante. On allait au bord de la mer. Non, c'est Manon, par exemple. Vous voyez? Voilà, il y a des choses, des fois, je laisse de côté. Fini. Ouais, mais je peux peut-être les retrouver. Pourquoi pas? Peut-être plus tard.
Mais si j'ai pas le plaisir de chanter, je peux pas. Moi. Ce sont toujours les mêmes musiciens sur scène. Richard parlait du grand Manu Katché, parce que lui, c'est un grand parmi les grands. Ah oui, il devait venir, hein, il n'est pas venu. Ça, Je jouais de la batterie après. Ouais. Il joue avec Peter Gabriel et Michel Jonas. Voilà, entre autres. Hein, mais, on a commencé ensemble, vous savez, avec Manu. On a commencé ensemble. Oui, c'est ça. Vous êtes fidèle, hein? Ah oui. Bah, c'est-à-dire fidèle. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de batteurs comme lui. Hein. Donc, oui. moi, j'adore son jeu de batterie, me correspond tout à fait. Il correspond tout à fait à ma pulsion rythmique. Donc, voilà. Et puis lui, il est content. Donc, voilà. Et quand tu travailles avec des gens, des musiciens, je suppose qu'il y a, tu as dû rencontrer des tas de personnes très douées Oui. dans l'instrument, et puis après il y a le feeling qui se passe avec la personne, le côté humain qui dépasse le côté de je sais jouer, mais il se passe rien entre nous. Ah oui, ça m'est arrivé. Rarement, mais ça m'est arrivé. Et ça, c'est franchement très difficile à vivre. J'imagine. Ah oui, parce que faire de la musique, c'est pas juste avoir un piano, une batterie, savoir ce qu'on joue, une partition. Ah non, non, il y a comme un espèce de... C'est comme la comédie avec d'autres comédiens. Il y a un lien entre le chanteur et les... Moi, je me considère comme musicien. Entre les musiciens, il y a un lien qui est subtil, et qui est la base, qui est l'essence de ce qu'on va faire. C'est pas juste comme ça, ah, je joue ça. Non, parce que on est tous à l'écoute les uns des autres. Et ça s'explique pas, ça. Voilà. La musique, c'est de l'écoute, de toute façon. C'est de l'écoute, c'est du partage, et puis si les gens ne sont pas en symbiose, tu n'arrives pas à faire passer le message à ton public, justement. Exactement. Mais ça m'est arrivé des fois de jouer, par exemple, ce disque-là. Il y a des gens sur ce disque, bon, il y a Manu Katché, il y a Jean-Yves D'Angelo au piano, mais il y a des gens avec qui j'avais jamais joué. Le guitariste c'est Dean Parks, qui est un très grand guitariste. Le bassiste c'est Daryl Jones, qui est le bassiste des Stones. On avait la chance qu'ils n'étaient pas en tournée. J'avais jamais joué avec eux, mais tout de suite ça s'est passé. Des fois ça se fait comme ça. Tu vois. Tous les artistes français ne peuvent pas se payer le bassiste des Stones. Hein, oui. Oui. Je pense qu'ils peuvent, s'ils se le payent. Oui, enfin, Et du coup, on parle beaucoup musique. Et puis, il y a aussi Michel Jonas, acteur, Michel Jonas, théâtre. Comment c'est venu, ça? Comment c'est? Mais en fait, moi, j'ai toujours aimé jouer la comédie. Quand j'étais petit, le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire à Noël, par exemple, c'était une panoplie. Donc les déguisements. Une panoplie, tu sais qu'on va pouvoir te déguiser en fait. De devenir Zorro, de devenir un Indien, de devenir un cow-boy, etc. Et de jouer un rôle. Ou quand je jouais avec mes petites voitures et mes Dinky Toys, pour ceux qui ont connu. Non, il n'y a personne qui a connu. Si, il y a mon papa qui doit être quelque part. Dinky alors, Toys. je peux sortir une mini anecdote. Les Dinky Toys et nos rêves aussi, les nos rêves. nos rêves. Oui. Mon papa, il avait vendu ses Dinky Toys à l'époque. Il est quelque part. Il en c'est- avait plein. C'est très cherché maintenant. Hein. Ah oui, C'est oui. très recherché. Et bon, je jouais avec. Et moi, c'est pas ce qui m'amusait, c'est pas de faire brom brom avec le bruit de. Non, c'est d'inventer des scénarios. Pourquoi il était dans cette voiture, où est-ce qu'il allait, etc. J'aimais imaginer déjà petit Spielberg, un des réalisateur. films, des scénarios, des histoires. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai pris des cours d'art dramatique dans cette maison de jeunes. Quand la musique est arrivée, elle m'a embarqué off, comme ça, vous voyez. Mais j'ai jamais voulu perdre ça. Voilà. Et donc, j'ai fait un petit peu de cinéma et j'en fais toujours. Quand vous rêviez comme ça, avec vos déguisements, vous étiez plutôt du côté des cow-boys ou du côté des Indiens? C'est une bonne question. Oui, c'est une question qui me vient comme ça. Michel Jonas, c'est un Je vous gentil. verrais bien du côté des Indiens, mais après, dites-nous. Oui, j'aimais bien le côté indien. Mais les Indiens sont gentils. Mais, ouais, oui, parce qu'ils étaient un petit peu opprimés, donc j'étais plutôt... Mais enfin, je ne le savais peut-être pas encore. Ah, peut-être. Le cow-boy, c'était bien parce qu'il y avait l'étui, le col, le chapeau, tout ça. Alors, j'espère que cette remarque ne va pas vous déplaire. Ah bon? Ego, amour-propre, orgueil, ça ne vous concerne pas, vous avez un rapport très particulier avec la célébrité. Vous semblez pas aimer ça. Ah non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que j'aimais pas la célébrité, mais
ce que j'ai pu dire, c'est que la célébrité n'est pas un but. La célébrité, le succès, c'est un moyen. C'est un moyen de pouvoir pratiquer son art, son métier, avec un certain confort, je dirais. Voilà. Ça sert à ça. Parce que si vous voulez chanter pour être connu, ça c'est valable au début. Au début d'une carrière, on a envie d'être connu. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de place au soleil, etc. Donc on est dans l'ego. Mais c'est bon, il faut. Mais à un moment donné, ça se relâche. Parce que bon, bah ça y est, je sais que je peux faire des disques, je sais que je peux faire des spectacles avec des bons moyens, parce que les gens y viennent. C'est ce que je voulais, moi. Je voulais pas être célèbre, je voulais être chanteur. C'est pas pareil. Mais c'était aussi une autre génération, je crois, parce que oui. Tu travaillais, et évidemment, on espère le succès, on espère quelque part la célébrité, que les salles soient pleines quand on vient faire un concert, oui. Alors qu'aujourd'hui, les gens souhaiteraient que la salle soit pleine avant d'avoir commencé à écrire une chanson. C'est le problème. Oui, ça c'est embêtant. Justement, quel regard vous portez sur la chanson, et plus particulièrement la chanson française? Ben, je ne vais pas vous citer des noms, je ne sais pas, mais j'entends en tout cas des choses très belles. Il y a beaucoup plus de chanteuses et de chanteurs qui chantent bien aujourd'hui qu'à mon époque. Il y en a beaucoup. Les réalisations sont super. La seule chose, c'est que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce qu'est la tradition de la chanson française, il ne faut pas perdre de vue, et des fois j'ai l'impression que ça se perd un peu, l'importance du texte quand on chante. Voilà. Pour moi, je suis sensible à ça. Je suis sensible aux mots. Et des fois, il y a des textes. Le rap, les mots sont très très importants. Oui. Et il y a des raps qui sont vachement intéressants. Le slam. Voilà. Donc, oui, je suis pas. Je suis plutôt content et optimiste. Nous allons passer à quelques questions dans le public s'il y en a, mais juste avant, je voulais vous remontrer un livre qui nous servait beaucoup, nous, en radio. Ça doit vous parler de Michel Hidalgo. Oui. Ah oui, c'est mon copain. Fred Hidalgo. Fred Hidalgo. Et dedans, il y a des photos, alors peut-être que vous retrouverez justement les photos de famille. Oh là là, oui, disons. Dont on parlait au début. Tu vois, ça, les gens ne le voient pas. Oui. Donc là, c'est le King 7. Tu vois, ça, c'était un groupe que j'avais créé avec Alain Goldstein. Là, c'est le Père Noël. Il faut croire au Père Noël. Hein. Et là, c'est moi devant une voiture de mon père. Et c'était la Rose en Gare, je crois. Voilà. Pour ceux qui ont connu la Rose en Gare. Si vous n'avez pas vu Pierre Chaussette, vous n'avez pas connu la Rose en Gare. Alors, si vous voulez retrouver ce bel entretien du temps où on respectait les artistes dans les entretiens, c'est un magazine qui s'appelait Chorus. Je pense qu'on peut le trouver encore sur Internet. Faites les paroles et musique après ça. Voilà. Oui. Mais en tous les cas, ça nous aidait beaucoup en radio parce qu'il y avait des bios, il y avait des auteurs, compositeurs, interprètes naissants qui sortaient dans cette revue-là. Hier soir, en préparant notre rencontre d'aujourd'hui, je me suis dit, je me souviens d'une couverture avec Michel Jonas. Voilà. Moi, j'ai encore deux petites questions. Je peux donner, juste, Richard, pardon, je vais donner la date. Automne 1992. 92, bon, ça va encore. Oui, ça va, bien sûr. Michel, si tu pouvais, ou si tu avais pu faire un duo avec quelqu'un que tu n'as pas pu faire, ça aurait été avec qui? Ça aurait été avec Richard. J'aurais adoré ça. Peut-être que j'aurais pu écrire une chanson qui justifiait le fait que lui chante en anglais et que moi je chante en français. Je crois y avoir pensé à un moment donné, bien sûr. D'accord. Et le premier disque que toi tu t'es acheté? Alors le premier disque, c'était un Brassens. Un Georges Brassens. Et à chaque fois qu'il sortait un disque, c'était une époque où on appréciait la musique d'une autre manière. C'est-à-dire, acheter un disque, c'était quelque chose. On économisait de l'argent de poche, on allait au magasin, on revenait avec le disque, on enlevait le cellophane, on ouvrait le disque religieusement, on posait sur le billet. Maintenant, c'est un peu plus... C'est plus du consommable. Oui. Et cette chose-là, elle était belle, parce qu'on se réjouissait d'écouter ce disque, et puis de le réécouter, etc.
Ouais, je ne sais pas si on a encore cette chose-là, cette chose un petit peu sacrée de l'écoute. Il y a des magasins de disques dans le couloir Oui, et c'est un bonheur que C'est ça. les vinyles retrouvent la place qui est la leur. Je me suis trompé tout à l'heure, je vous ai dit que c'était le 16 janvier, en fait c'est le samedi 13 janvier que vous retrouverez aux arènes à Metz Michel Jonas avec tout son band, tout son groupe. C'est à vous maintenant qu'il appartient de participer à cette belle rencontre si vous le souhaitez. N'hésitez pas si vous avez des questions, une impression, un retour, faites-nous en part, surtout faites-nous en part à Michel. Oui, bonjour, Bonjour. Michel. Moi, je vous suis depuis très longtemps, donc j'ai Merci. pas vraiment de questions à vous poser. Simplement vous dire que vous avez partagé un peu ma vie à travers vos chansons, et tout simplement de vous dire de continuer encore très longtemps et longue vie à vous, tout simplement. Merci, c'est gentil. Merci. Michel, ça fait chaud au cœur. Ah oui. Ça fait du bien parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça qui fait que ça donne la force de continuer. Parce qu'il y a une fidélité comme ça. Et tu vois, la musique, elle vous apporte beaucoup. Comme par exemple, ces témoignages-là, ça vous apporte beaucoup. Mais il y a un prix à payer. Et le prix, c'est l'exigence qu'on doit avoir avec son travail. Mais ça fait que ça vous porte. C'est-à-dire, c'est ça qui vous donne l'enthousiasme et en même temps une exigence par rapport au travail. Merci. Oui. Bonsoir Michel. Bonsoir. Je vous vois pas. Je suis là. Ah oui. Voilà, je suis un fan absolu aussi. Je vous ai vu Ah oui, merci. une quinzaine de fois, je pense, en concert. Oh bah dis donc. J'ai eu la chance de voir la fabuleuse histoire de Mr. Swing. Ah oui. Le prix était à 175 francs le billet. J'ai une photo là du ticket de l'époque. 175 francs. Et tout ça pour dire, vous avez fait plein de tournées avec toutes vos chansons, mais la fabuleuse histoire de Mr. Swing, vous l'avez jamais rejouée, à part sortir un ou deux titres. Est-ce que vous pensez un jour la refaire sur scène? Non. Non, je crois pas. C'était vraiment une expérience qui a duré pas mal de temps. Hein. On a fait une tournée qui a duré plus de 2 ans, je crois. Non. C'est fait. C'était une Voilà. histoire. C'était une histoire d'un moment. Et bon, vous passerez le bonjour à Manu Katché. Bah, bien sûr. On se voit bientôt. Je suis fan aussi. Oui, vous lui direz que... Qu'on l'attend encore. On l'attend encore, mais Manu, s'il est dans la salle, je sais pas. Il nous a fait un petit message. Oui, voilà, il y a Très sympa. il était autant pénible que Richard Ah oui. et que l'organisation, je peux vous l'assurer. Voilà. Bon, ça fait partie de l'événementiel. Hein. Oui. Quand tu organises un concert, il y a toujours des choses qui peuvent se passer, des Et imprévus. Ah oui. j'ai noté aussi que comme c'est quelqu'un de très fidèle, comme Michel, il dit dans la vidéo, je suis sûr qu'on se verra ou qu'on va se voir bientôt. Donc, Oui. mesdames et messieurs, Je y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, on vous écoute, merci. Bonjour Michel, Soit. je connais un petit peu, je crois. Je pense que je te vois pas bien. Avancer. Comment? J'essaie d'avancer un petit peu, mais la question, ça va te revenir. À quand le prochain masterclass Michel Jonas à Luxembourg? J'ai des demandes. Ah oui. C'est ça qu'on a fait ensemble. Exact. Ça y est, maintenant ça me va. Organise-le, moi je suis partant. Hein. Eh ben on y va, on en parle. Ah oui. On en a parlé tout à l'heure. Hein, c'est vrai. C'est le genre d'exercice que vous aimez bien, communiquer, c'est cette passion pour la musique dans des masterclass, c'est un autre exercice encore là. Oui, c'est intéressant pour moi. Et vous savez, la première question que je pose quand on fait une masterclass avant que j'écoute les gens chanter, c'est pourquoi vous voulez chanter? C'est très important ça. Il y a des bonnes réponses et des mauvaises réponses. Voilà. Une des bonnes réponses, c'est je ne sais pas pourquoi, mais je veux vraiment faire ça. C'est une bonne réponse, ça. On ne sait pas pourquoi. Si c'est pour la célébrité, si c'est pour gagner de l'argent, si c'est pour même m'exprimer, j'ai envie de m'exprimer. Oui, mais on peut s'exprimer de tellement de manières différentes. Donc ça suffit pas, ça. Donc c'est très intéressant parce que ça m'apporte à moi aussi quelque chose. On peut prendre encore une ou deux questions, hein, si vous le
Si vous le souhaitez. Il y a une question sur la gauche. Oui. Bonsoir Michel. Bonjour. Bonsoir Michel. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un astéroïde à votre nom. Qu'est-ce que ça Ah, fait vous d'avoir savez un ça astéroïde? C'est d'où que c'est sorti ça? C'est vrai, c'est-à-dire que c'était un... Je sais pas où je crois qu'il était à Meudon, cet homme, et ils ont découvert un astéroïde, et cet homme-là était fan de mes chansons, et il a fait tout ce qu'il faut pour donner mon nom à cet astéroïde. C'est comme ça que je t'avais présenté en fait. J'ai dit, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont compositeurs, musiciens, chanteurs, acteurs, théâtre, et qui ont un astéroïde. C'est leur nom quand même. J'ai été très fier, non mais ça m'a plu beaucoup. C'est très officiel. Merci vous avez encore la possibilité, une ou deux petites questions. N'hésitez pas, vous voyez bien la sympathie de notre invité qui Moi je pense qu'on est heureux avec nous sur scène aujourd'hui. Vous êtes heureux, Oh, Michel, moi je suis hein. bien avec les gens, tu On sais. est bien là. Oh oui. Bonjour. Vous avez chanté combien de fois avec Johnny Hallyday? Combien de fois avez-vous chanté avec Johnny? Combien de fois avec Johnny Hallyday? J'ai jamais chanté avec Johnny Hallyday. Eh ben il est là, je vais le chercher. J'ai chanté avec Eddie Mitchell, j'ai chanté avec Al Jarreau, j'ai chanté avec le Golden Gate Quartet, j'ai chanté... Mais avec Johnny, j'ai oublié, non. T'avais déjà fait un duo avec quelqu'un? Avec Véronique Sanson, avec Souchon, avec plein de gens. Ouais. Oui, oui. Moi je pense qu'on peut passer à la petite partie piano. Hein, Juste une dernière question. Oui. On est au milieu d'un salon d'audio. Quand vous écoutez de la musique, pas forcément la vôtre, qu'est-ce que vous avez comme matériel? Qu'est-ce qui fait que ce sera un bon moment? Alors, écoute, il y a un magasin qui est à Paris, qui est boulevard Beaumarchais, qui s'appelle l'Auditorium, qui a du très bon matériel. J'ai donc du bon matériel, des bons baffles, un bon ampli, etc. Mais je suis incapable de te donner le nom, là. Je ne sais pas. Mais c'est du bon matériel. J'écoute pas la musique sur un ordinateur, si c'est ça que tu veux savoir. Juste avant qu'on ait le grand bonheur de vous retrouver au piano, je voudrais lire l'extrait d'un livre où j'ai relevé cela et je trouve que dans cette phrase-là, il y a tout vous. Un spectacle vrai doit être aussi proche que possible de ce que l'on fait chez soi avec son guitariste, son bassiste, son batteur, etc. Quand ceux-ci se sentent bien dans les mélodies qu'ils jouent, quand ils sont eux aussi en état d'inspiration. Le travail, c'est l'amour rendu visible. Oui, c'est vrai. C'est beau. Je ne sais même pas si c'est moi. Apparemment, si. Mesdames et messieurs, Michel Jonas, bravo. Merci. Ah, tu veux que je le chante? Qu'est-ce que je vais chanter? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je ne sais pas le faire. Oh, dis donc, il y a une bonne solo. Mais en fait, c'est pas très compliqué parce que quand je suis sur scène avec les musiciens, il n'y a que 2 chansons que je sais jouer au piano. Alors, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choix.
complètement crazy.
s'installe, mal aimé qui se colle à vous comme une ventouse. Se retrouver le cul par terre, c'est ça le blues, c'est ça le blues, c'est ça le blues. Pleurer comme on dit des rivières, c'est ça le blues, c'est ça le blues, c'est ça le blues. Tout entendre même si c'est dur, allez-y. Est-ce que ça s'arrête un jour? Est-ce qu'on retrouve l'état initial avant l'amnésie? C'est plus que c'est l'amour. Le cœur qui fait mal, le spleen qui s'installe, le mal d'aimer qui se colle à vous comme ventouse. Et se retrouver le cul par terre, c'est ça le blues, c'est ça le blues, c'est ça le blues. C'est ça le blues, c'est ça le blues, c'est ça le blues. Pleurer comme on dit des rivières, c'est ça le blues, c'est ça le blues, c'est ça le blues. Jonas, mesdames et messieurs, pour fêter comme il se doit les 15 ans de Cinémotion. Merci Richard pour ce joli cadeau que tu as fait au public. Une salle d'applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Merci à vous pour votre présence. Merci. Moi, j'ai envie de dire encore un mot quand même. Là, votre magasin s'appelle Cinémotion, on fait de la figure de cinéma et on a un petit slogan qui est votre créateur d'émotion. Tu vois, et quand tu écoutes un mec comme ça, seul avec son piano en train de chanter, c'est ouf. On en parlait tout à l'heure dans des choses qu'on écrit, des choses qu'on a ressenties, des choses qu'on a traversées, une séparation, une rencontre, peu importe. Parce que finalement, l'émotion, c'est ce qui te fait dire que tu es vivant quelque part. Parfois tu es triste, parfois tu es heureux, et puis quand tu écoutes cette chanson-là, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est essayer, à minima, de reproduire ça à la maison. Parce que les émotions, que ce soit au cinéma, au théâtre ou par la musique, c'est juste magique, c'est juste incroyable. Et je crois que c'est quand tu vas sur scène, toi, tu as envie de dire quelque chose. Et on a parlé hier de Taratata, parce qu'il y avait l'émission anniversaire avec Nagui. Quand tu as le public qui reprend avec toi, que dans le public, tu as presque des gens qui vont la larme à l'œil parce que non seulement ils aiment ce que tu fais, mais en plus, le message que tu leur envoies, ben, ça leur parle parce qu'ils disent moi aussi j'ai traversé ça, oui, c'est ça le blues, parce que quand on dit avoir le blues, quelque part, l'expression vient de quelque part. Hein. Enfin voilà, donc un grand merci. Merci à vous, merci à vous. Burned me once or twice.